Pendant 8 ans, le garçon s'est touché l'oreille tandis que son père, un parrain de la mafia qui régnait sur le milieu criminel de Chicago, dépensait des millions pour parcourir le monde et menaçait tous les spécialistes afin qu'ils réexaminent son cas. Tous lui ont répondu la même chose: nous ne pouvons rien faire. Puis, une femme de ménage qui n'avait plus rien à perdre a remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Et ce qu'elle a trouvé dans l'oreille de cet enfant vous laissera sans voix: Dominic Moretti. Ce nom faisait trembler tout Chicago. Les gens l'appelaient le roi silencieux. Un roi qui n'avait jamais besoin d'élever la voix. Un signe de tête, un rire, un petit mouvement de la main, et cela suffisait pour décider du sort de n'importe qui. À 36 ans, Dominic tenait tout le milieu criminel de la Ville des Vents entre ses mains. Jeux d'argent, usure, racket, transport. Tout passait par lui comme des rivières se jetant dans la mer. Les autres gangs osaient à peine respirer lorsque son nom était prononcé. La police recevait ses enveloppes mensuelles. Les politiciens baissaient la tête lorsqu'il entrait dans une pièce. Dominic Moretti n'était pas seulement riche, il était dangereux d'une manière que l'argent ne pouvait acheter, une sorte de pouvoir né du sang et de la peur. Le domaine Moretti s'étendait sur 20 hectares à Lake Forest, la banlieue la plus riche de l'Illinois. De loin, il ressemblait à un rêve. Des colonnes de style géorgien s'élevaient haut dans le ciel, les fenêtres scintillaient sous le soleil. Les parterres de fleurs étaient taillés à la perfection, au centimètre près. Une fontaine en marbre trônait au centre du domaine, entourée de chênes centenaires qui avaient traversé 3 générations. Quiconque la regardait pensait qu'il s'agissait d'un paradis. Mais à l'intérieur, le manoir était un autre monde. Le silence, non pas le silence doux d'un foyer heureux. C'était un silence lourd et épais, comme si quelque chose était mort et que personne ne l'avait encore enterré. 20 gardes du corps patrouillaient la propriété, des armes dissimulées sous leurs vestes, les yeux balayant chaque angle mort. Ils se déplaçaient comme des ombres, sans parler, sans rire, sans jamais regarder personne trop longtemps, surtout pas dans les yeux de leur patron. Le personnel de maison était encore plus prudent. Il avait rapidement compris que Dominic Moretti aimait le calme. Aucune musique ne jouait jamais dans ce manoir. Pas de télévision. Pas de rire résonnant sur les murs. Seulement le doux murmure des pieds sur le sol en marbre. Le tic-tac régulier d'une horloge dans un long couloir sans fin. Et de temps en temps, le soupir d'un homme assis seul dans l'obscurité. Les domestiques se déplaçaient comme des fantômes. Ils arrivaient, ils travaillaient, ils disparaissaient. Personne ne posait de questions. Personne ne se montrait curieux. Personne n'osait, car tout le monde connaissait l'histoire de la jeune femme de l'année dernière. Celle qui avait essayé d'engager la conversation avec le fils du patron. Elle avait disparu au bout de 3 jours. Personne ne savait où elle était partie. Personne n'osait poser la question. Ils avaient donc appris à baisser la tête. Ils avaient appris à se taire, à devenir invisibles dans la maison même où ils travaillaient. C'était ce que voulait Dominic. Il avait bâti son empire sur la peur. Et c'était aussi la peur qui le maintenait en vie. Mais il y avait une chose que personne ne savait. Derrière des portes closes, le roi le plus puissant de Chicago était en train de se noyer. Si cette histoire vous a déjà captivé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Revenons maintenant à cette nuit-là à Chicago. Chaque soir, lorsque le manoir était plongé dans l'obscurité et que le personnel s'était retiré dans ses chambres, Dominic Moretti s'asseyait seul dans son bureau. C'était une vaste pièce avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond, un lourd bureau en chêne et une cheminée qui était rarement allumée. Mais il n'était pas là pour travailler. Il était là pour la regarder. Sur le mur en face de lui était accroché un portrait à l'huile dans un cadre en bois doré. Isabella, sa femme, la femme aux cheveux noirs comme de la soie et aux yeux d'un brun chaud comme le miel au soleil. Sur le tableau, elle souriait, le sourire que Dominic avait aimé dès le premier regard, le sourire qu'il ne reverrait plus jamais dans la vie réelle. Isabella était partie depuis 8 ans, la nuit même où Marco était né. Dominic se souvenait encore de chaque seconde de cette nuit comme si c'était hier. Il se souvenait de ses gémissements dans la salle d'accouchement. Il se souvenait de l'odeur âcre de l'antiseptique. Il se souvenait de la lumière blanche et froide qui éclairait le visage pâle de sa femme. Tout se passait bien. Le médecin avait dit que c'était un accouchement normal. L'infirmière avait dit que le bébé était en bonne santé. Puis le sang avait commencé à couler et ne s'était plus arrêté. Dominic était resté là, serrant la main d'Isabella,
regardant les médecins courir dans tous les sens. Il avait entendu des cris, le bruit strident des machines, quelqu'un appelant à l'aide. Mais il ne pouvait rien faire. Lui, l'homme qui pouvait mettre toute une ville à genoux, était resté impuissant tandis que sa femme lui glissait des mains. Isabella l'avait regardé. Ses yeux bruns qui avaient autrefois brûlé comme une flamme s'éteignaient maintenant, s'évanouissant rapidement. Ses lèvres bougèrent. Elle essayait de dire quelque chose. Dominic se pencha, approcha son oreille de sa bouche, tendit l'oreille pour entendre. Mais aucun son ne sortit. Seule sa bouche formait des mots silencieux. Seul son souffle faible effleurait sa peau. Seuls ses yeux le suppliaient de comprendre ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Puis la lumière dans ses yeux s'éteignit complètement. Sa main tomba et Dominic Moretti, le célèbre parrain de la mafia, pleura comme un enfant. 8 ans avaient passé. 8 ans qu'il vivait avec cette image chaque nuit. Les lèvres d'Isabella bougeant, sans bruit, sans mots, exactement comme son fils maintenant. Marco vivait lui aussi dans le silence. Le garçon avait des choses à dire, mais ne pouvait les exprimer. Il le regardait avec les mêmes yeux suppliants, demandant à être compris. Et chaque fois que Dominic regardait son enfant, il voyait Isabella. Il voyait sa mort. Il voyait la douleur qu'il ne pouvait effacer. Il voyait sa propre culpabilité. Dominic s'était posé 1000 fois la question. Et s'il avait choisi un autre hôpital? Et s'il avait engagé de meilleurs médecins? Et s'il avait emmené Isabella plus tôt? Et si? Et si? Et si? Ces et si le hantaient comme des fantômes qui ne le quittaient jamais. Il se reprochait la mort d'Isabella. Et il se reprochait le silence de Marco. C'était peut-être une punition. Peut-être que Dieu le punissait pour les crimes qu'il avait commis. Peut-être qu'il ne méritait pas d'entendre son fils l'appeler papa. Mais malgré tous ses efforts, Dominic ne pouvait l'accepter. Il ne pouvait pas regarder son fils grandir dans un monde sans son. Il ne pouvait pas laisser Marco vivre toute sa vie sans connaître le chant des oiseaux le matin, le crépitement de la pluie sur le toit ou le son de quelqu'un qui dit « Je t'aime, mon fils ». Dominic Moretti avait perdu sa femme. Il ne pouvait pas perdre son enfant ainsi. Alors, il fit la seule chose qu'il savait faire. Il dépensa de l'argent, des millions de dollars. Dominic commença la guerre lorsque Marco avait 6 mois. Et dès que les médecins ont confirmé que le bébé ne réagissait pas au son, il s'est juré de trouver un remède à tout prix et il a tenu cette promesse pendant 8 ans. John Hopkins a été sa première destination, le meilleur hôpital des États-Unis, où se réunissaient les plus grands esprits de la médecine. Dominic a affrété un jet privé, emmené Marco à Baltimore, réservé la suite la plus chère de l'hôtel et exigé de voir immédiatement le chef du service d'autoréno-laryngologie. Ils ont effectué tous les tests possibles, scanner, IRM, évaluation auditive, examen neurologique, et 2 semaines plus tard, un médecin aux cheveux gris a regardé Dominic avec pitié et lui a dit « C'est une surdité congénitale, Monsieur Moretti. Elle est irréversible. » Dominic a refusé d'accepter cette réponse. Il s'est rendu à la clinique Mayo dans le Minnesota, où les résultats ont été les mêmes. Il emmena Marco en Suisse, dans une clinique privée dont tout le monde parlait, un endroit réputé pour faire des miracles, une clinique qui facturait 50 000 $ pour une seule consultation, et Dominic paya sans sourciller. Mais la réponse ne changea pas. Congénitale, irréversible. Nous sommes vraiment désolés. Tokyo devint le prochain espoir. Dominic avait entendu parler d'un professeur japonais à la retraite, un homme qui avait autrefois pratiqué des opérations chirurgicales que personne d'autre n'osait tenter. Il a donc enduré un vol de 14 heures, attendu 3 jours devant la maison du vieux professeur, et a finalement été autorisé à entrer. Le professeur a examiné Marco pendant 4 heures, puis a lentement secoué la tête. « Je ne peux pas aider ce garçon. Acceptez-le, s'il vous plaît. Acceptez-le. » Ces mots frappaient Dominic comme un coup de poignard dans la poitrine à chaque fois qu'il les entendait. Comment pouvait-il accepter que son fils ne puisse jamais entendre? Comment pouvait-il accepter que Marco grandisse dans un monde enfermé dans le silence, alors qu'il était Dominic Moretti et qu'il n'acceptait rien? Il s'est donc tourné vers la seule force en laquelle il avait toujours eu confiance, le pouvoir. Lorsqu'un spécialiste de Boston a refusé de voir Marco parce que son agenda était complet, Dominic a envoyé 2 hommes le persuader. Et le lendemain, le spécialiste a annulé tous ses rendez-vous pour consacrer tout son temps au garçon.
Lorsqu'un hôpital de Los Angeles a déclaré ne pas disposer de suffisamment d'équipement, Dominic a acheté l'équipement pour eux. Un système complet d'une valeur de 2 millions de dollars a été expédié d'Allemagne en 72 heures. Lorsqu'un célèbre chirurgien de Vienne a refusé de quitter l'Autriche, Dominic l'a fait kidnapper. Le médecin a été emmené à Chicago dans un avion privé, a examiné Marco dans une salle conçue pour ressembler à un véritable bloc opératoire, puis a été libéré avec 1 million de dollars en espèces et l'interdiction de jamais en parler. Mais tout cela n'avait aucune importance. Tous les médecins, tous les spécialistes, tous les génies de la médecine que l'argent et le pouvoir pouvaient atteindre, tous disaient la même chose. Surdité congénitale, incurable. Vous devez accepter la vérité. Dominic avait dépensé plus de 10 millions de dollars en 8 ans. Il avait fait 17 fois le tour du monde en avion. Il avait menacé, soudoyé, voire kidnappé les meilleurs dans leur domaine. Et pourtant, rien ne pouvait changer la vérité. Il pouvait ordonner un meurtre sans ciller. Il pouvait mettre toute une ville à genoux. Il pouvait acheter la police, acheter les politiciens, acheter même la justice elle-même. Mais il ne pouvait pas acheter le son pour son fils. C'était la limite du pouvoir, le mur que l'argent ne pouvait pas briser. Et chaque soir, lorsque Dominic s'asseyait dans son bureau et fixait le portrait d'Isabella, il se sentait comme un échec envers sa femme, un échec envers son enfant, un échec envers l'homme qu'il croyait être. Puis, par un matin glacial d'octobre, une femme apparut aux portes du domaine, une femme dont les mains accompliraient ce que ses millions ne pouvaient faire. Le mois d'octobre à Chicago était glacial. Le ciel était d'un gris terne, comme une couverture de plomb étouffant la ville. Pas un seul rayon de soleil ne parvenait à percer. Le vent soufflait en rafale depuis le lac Michigan, apportant avec lui l'humidité et l'odeur de la pluie qui n'était pas encore tombée. Helena Carter se tenait devant les grilles en fer de 3 mètres de haut du domaine Moretti. Elle serrait fermement de ses 2 mains la bandoulière d'un vieux sac à main usé, essayant de calmer sa respiration qui s'accélérait de plus en plus. Elle était là depuis 10 minutes déjà, et elle n'avait toujours pas osé appuyer sur la sonnette. Dans la poche de son manteau fin, elle avait exactement 47 dollars. C'était tout ce qui lui restait dans la vie. 47 dollars, ce n'était pas assez pour payer le loyer du mois. Pas assez pour acheter les médicaments de sa mère. Pas assez pour faire quoi que ce soit, sauf prolonger de quelques jours une survie lente et épuisante. Elena baissa les yeux vers ses chaussures. Les semelles étaient usées. Le bout était légèrement déchiré. Elle avait essayé de le réparer avec de la colle. Le manteau qu'elle portait venait d'une boutique d'occasion. Il n'était pas assez chaud pour l'hiver de Chicago, mais elle n'avait pas les moyens d'en acheter un nouveau. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la peur. Elle savait à qui appartenait cette maison. Qui à Chicago ne connaissait pas le nom de Moretti? Les gens le murmuraient dans les ruelles sombres. Ils racontaient des histoires sur ceux qui avaient osé l'offenser et avaient disparu sans laisser de traces. On disait que travailler pour Dominic Moretti signifiait soit être grassement payé, soit disparaître à jamais. Elena avait appelé plus de 50 endroits au cours des 3 dernières semaines, des restaurants, des hôtels, des magasins, des bureaux, et personne ne voulait l'embaucher. Son dossier comportait une lacune de 3 ans qu'elle ne pouvait expliquer sans fondre en larmes. Personne ne voulait embaucher une femme aux yeux creusés par le manque de sommeil et aux mains tremblantes dès que quelqu'un lui posait des questions sur son passé. C'est alors qu'elle vit l'offre d'emploi. Le manoir Moretti avait besoin d'une femme de ménage. Le salaire était 3 fois supérieur à la normale. Aucune expérience n'était requise. Il fallait seulement savoir garder le silence et suivre les règles. Elena savait que c'était un travail dangereux. Elle connaissait les rumeurs concernant la précédente femme de ménage qui avait disparu. Elle savait qu'elle se jetait dans la gueule du loup, mais elle n'avait pas d'autre choix. Sa mère, Ruth, était alitée dans une maison de retraite, atteinte d'un cancer en phase terminale. Depuis 3 mois, Elena n'avait pas pu payer les frais. Ils avaient envoyé des lettres d'avertissement. Si elle ne payait pas dans les 2 semaines, ils transféreraient Ruth dans un établissement public, un endroit que les gens appelaient la salle d'attente de la mort. Elena ne pouvait pas laisser cela se produire. Ruth l'avait élevée. Elle l'avait soutenue dans les moments les plus difficiles. Elle méritait de quitter ce monde dans la dignité, et non dans une chambre froide entourée d'étrangers qui ne se donnaient même pas la peine de se souvenir de son nom.
Elena se tenait donc là, devant le portail d'un parrain de la mafia, avec 47 dollars en poche et le cœur brisé. Elle leva les yeux vers le manoir derrière la grille. Il était aussi beau qu'un palais de contes de fées. De hautes colonnes blanches, un toit de tuiles rouges vifs, des fenêtres scintillant sous la faible lumière d'une journée maussade. Un vaste parc verdoyant s'étendait à perte de vue, avec une fontaine silencieuse au milieu de la cour. Mais Helena ne trouvait pas cela beau. Quelque chose émanait de cette maison qui la faisait frissonner. Elle ressemblait à un palais. Pourtant, elle semblait aussi froide qu'une tombe, comme si, à l'intérieur de ses murs, quelque chose était mort depuis longtemps et que personne n'avait pris la peine de l'enterrer. Helena prit une profonde inspiration. C'était sa dernière chance, sa seule chance, et elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Son doigt tremblant appuya sur la sonnette. Il y a 3 ans, Helena Carter avait tout. Un mari, une fille, une vie, puis, un soir, tout lui avait été volé. Il y a 3 ans, ce soir-là, la pluie tombait à verse, de grosses gouttes fouettaient les vitres de la voiture, tandis que les essuie-glaces crissaient sans relâche. Helena était assise à l'arrière, serrant Lily contre sa poitrine. La petite fille n'avait que 3 ans, elle portait la robe à fleurs roses qu'elle aimait le plus, ses cheveux étaient attachés en 2 jolies couettes de chaque côté. Lily somnolait, la tête posée sur la poitrine de sa mère, sa respiration régulière et chaude. Helena embrassa le sommet de la tête de sa fille, respirant le doux parfum du shampoing pour enfants. Ce fut le dernier moment de paix de sa vie. Kyle était au volant, les yeux injectés de sang, l'haleine chargée de whisky. Il avait bu pendant toute la fête, même après qu'Helena l'eût supplié d'arrêter. « Je peux conduire, laisse-moi conduire, Kyle », avait dit Helena, mais Kyle l'avait ignoré comme il le faisait toujours. C'était sa fierté masculine, disait-il, ne jamais céder, ne jamais admettre qu'il avait tort, ne jamais laisser sa femme faire quoi que ce soit qui puisse le faire passer pour faible. « Je peux conduire, reste assise », avait-il marmonné. Ses mains étaient toujours agrippées au volant. Helena voulait discuter, lui arracher les clés, appeler un taxi. Mais elle avait peur. Elle savait ce qui se passerait si elle mettait Kyle en colère. Les ecchymoses sur son bras n'étaient toujours pas guéries depuis la dernière fois, alors elle resta silencieuse. Elle serra Lily contre elle et pria. La voiture filait sous la pluie. Kyle roulait vite, trop vite, à 110 km/h sur une route glissante. Helena regardait le compteur de vitesse, le cœur battant à toute rompre. Kyle ralentit. « Taille-toi, s'il te plaît », cria-t-il. Devant eux, le feu passa au rouge, et Helena le vit clairement. Une lueur rouge vif estompée par la pluie. « Kyle, c'est rouge, arrête !» Mais Kyle ne s'arrêta pas. Peut-être ne l'avait-il pas vu. Peut-être l'avait-il vu et s'en moquait-il. Peut-être que son cerveau, imbibé d'alcool, ne pouvait pas réagir à temps. La voiture passa le feu rouge et Helena le vit. Un 18 roues fonçait sur eux depuis la droite, les phares aveuglants, les klaxons hurlants. Elle eut juste le temps de serrer Lily contre sa poitrine et d'utiliser tout son corps comme bouclier. Puis le monde explosa. Le métal s'écrasa dans un bruit qui déchira l'air. Le verre vola en éclats. La voiture tourna sur elle-même, bascula, se renversa et fit plusieurs tonneaux. Elle ne savait pas combien. Helena se sentit poussée, projetée, ballottée comme une poupée de chiffon dans une machine à laver. Elle ne savait plus où était le haut ni le bas. Elle savait seulement qu'elle tenait Lily. Elle la serrait si fort qu'elle avait l'impression que les os de ses bras allaient se briser. Puis tout s'arrêta. Le silence. Seul le bruit de la pluie battante et celui du sang qui coulait quelque part se faisaient entendre. Et Helena ne savait pas combien de temps elle était restée inconsciente. Peut-être quelques secondes. Peut-être quelques minutes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le monde tournait. Elle était allongée dans l'épave de la voiture, des éclats de verre lui coupaient de la peau, du sang coulait sur son visage. Mais elle ne ressentait aucune douleur. Elle ne ressentait rien du tout, car Lily était toujours dans ses bras, immobile. « Lily, ma chérie. » Helena la secoua. Pas de réponse. Elle la secoua plus fort. « Lily, réveille-toi, ma chérie. » Lily ouvrit les yeux, juste un peu. Les yeux bleus clairs qu'Helena aimait de tout son cœur la regardaient, mais quelque chose n'allait pas. La lumière qui les habitait s'éteignait. « Maman. » La voix de Lily était faible, à peine un murmure. « Ça fait mal. » Mal. Son bébé disait qu'elle avait mal.
Elena voulait crier, appeler une ambulance, faire n'importe quoi pour sauver son enfant. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait que tenir Lily dans ses bras, pleurer et regarder la lumière dans les yeux de sa fille s'éteindre lentement. Non, 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 reste avec maman. Lily, regarde-moi, ma chérie. Mais Lily ne la regardait plus. Ses yeux se fermèrent. La petite main qui agrippait la chemise de sa mère se relâcha, et Elena sentit son âme se briser en 1000 morceaux. Elle ne savait pas combien de temps elle avait crié. Elle ne savait pas quand l'ambulance était arrivée. Elle se souvenait seulement qu'ils avaient dû lui arracher Lily des bras et qu'elle s'était débattue comme un animal blessé. Elle se souvenait de Kyle debout au bord de la route, sans une égratignure, sans une goutte de sang, la regardant avec des yeux vides, pas encore sobre. Il avait tué sa fille et rien ne lui était arrivé. Cette nuit-là, Elena n'avait pas seulement perdu son enfant, elle s'était perdue elle-même. Dans les semaines qui suivirent les funérailles de Lily, Elena n'était plus elle-même. Elle restait allongée dans son lit toute la journée, les yeux fixés au plafond, mais ne voyant rien du tout. Elle ne mangeait pas. La nourriture était devenue insipide, comme si elle mâchait du sable dans sa bouche. Elle ne dormait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Lily. Ses yeux bleus qui s'éteignaient, ses petites lèvres qui murmuraient ⁇ Maman, j'ai mal ⁇ Elle se réveillait en sursaut au son de ses propres cris, trempée de sueur, le cœur battant à toute rompre. Son corps s'était amaigri. Ses cheveux tombaient partout. Elle ne se lavait pas, ne changeait pas de vêtements, ne quittait pas sa chambre. La chambre de Lily était restée exactement comme elle était le jour où sa petite fille avait été emportée. Les ours en peluche étaient alignés soigneusement sur le lit. La robe rose était suspendue dans le placard. Les petites chaussures étaient moldées à côté de la porte. Elena allait s'asseoir là pendant des heures, serrant contre elle un oreiller qui portait encore le parfum de sa fille, et pleurait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Le médecin parlait de dépression sévère. Kyle parlait de faiblesse. Il ne pleurait pas. Il ne regrettait rien. Il ne s'était même pas rendu une seule fois sur la tombe de sa fille après les funérailles. Au lieu de cela, il buvait davantage et lui en voulait. Si tu ne m'avais pas distrait, disait Kyle, la voix pâteuse à cause de l'alcool, les yeux injectés de sang par la rage. Si tu n'avais pas cessé de me harceler, j'aurais vu le feu rouge. C'est ta faute. Tout est de ta faute. La première fois qu'il l'a dit, Elena n'a rien répondu. Elle était trop épuisée pour réagir. La deuxième fois, elle a essayé d'expliquer. Tu étais ivre. Tu as conduit en état d'ivresse. La réponse de Kyle a été une gifle si forte qu'elle l'a projeté au sol. Ses oreilles bourdonnaient, sa joue brûlait. Tu ne me blâmes pas, rugit-il. Tu as tué ma fille. Tu m'entends? Tu l'as tuée. Après cela, les coups devinrent réguliers. Chaque fois que Kyle était ivre, il s'en prenait à Elena. Coupe de poing, coupe de pied, gifle, cheveux tirés, tête cognée contre le mur. Il déversait toute sa culpabilité sur le corps de sa femme, comme si le fait de la frapper suffisamment souvent lui permettrait de se sentir moins comme un meurtrier. Elena ne se défendait pas. Elle ne ressentait même pas la douleur. La partie d'elle-même qui pouvait ressentir la douleur était morte avec Lily. Elle restait simplement allongée là, endurant tout cela, et souhaitait silencieusement pouvoir mourir elle aussi, juste pour en finir. 6 mois après les funérailles, Elena demanda le divorce. Elle ne pouvait plus supporter cette situation. Non pas à cause des coups, mais parce que chaque fois qu'elle regardait Kyle, elle revoyait cette nuit-là. Elle le voyait au volant. Elle le voyait griller le feu rouge. Elle le voyait debout au bord de la route, sans une égratignure, tandis que sa fille mourait dans ses bras. Kyle ne protesta pas. Il signa les papiers du divorce comme on signe une facture courante, mais il prit tout. La maison, la voiture, le compte en banque. Son avocat était meilleur, plus cher, et Elena n'avait pas la force de se battre. Elle est sortie du tribunal avec une valise de vêtements et quelques centaines de dollars. Sans maison, sans voiture, sans travail, car elle avait démissionné lorsque Lily était morte. Sans amis, car elle s'était isolée pendant 6 mois. Elle est retournée vivre chez sa mère, Ruth, dans un petit appartement en banlieue. Et puis le destin a de nouveau frappé. Ruth a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas de stade 4, métastatique, inopérable. Seul le temps pouvait être prolongé. Le médecin a dit qu'elle avait au maximum 1 an à vivre. Elena s'est complètement effondrée.
Elle avait perdu sa fille, perdu son mari, perdu sa maison, perdu tout. Et maintenant, elle était sur le point de perdre la seule femme au monde qui l'aimait encore. Ruth a dû être placée dans une maison de retraite, car Elena ne pouvait pas s'occuper d'elle seule. Les frais s'élevaient à 3 000 $ par mois. Elena a accepté tous les emplois qu'elle pouvait trouver. Serveuse, plongeuse, femme de ménage. Mais cela ne suffisait pas, cela ne suffisait jamais. Les factures s'accumulaient. 1 mois de retard, 2 mois de retard, 3 mois de retard. Ils envoyaient des lettres d'avertissement. Si Elena ne payait pas dans les 2 semaines, Ruth serait transférée dans un établissement public, un endroit où les personnes âgées étaient entassées comme des objets, où personne ne prenait la peine d'apprendre votre nom, où les gens allaient attendre la mort et non pas vivre. Elena ne pouvait pas laisser cela arriver. Ruth l'avait élevée lorsque ses parents étaient morts. Elle était la seule à l'avoir soutenue lorsque Lily était partie. Elle méritait de quitter ce monde avec dignité, alors Elena avait accepté ce travail, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Les portes en fer s'ouvrirent lentement après qu'Elena eut appuyé sur la sonnette, et elle s'engagea sur l'allée pavée qui menait au manoir, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas lui semblait peser une tonne. Elle sentait des regards posés sur elle de toutes parts, depuis les fenêtres sombres, depuis les haies soigneusement taillées, depuis les caméras de sécurité installées en hauteur. Lorsqu'elle arriva devant la porte d'entrée, l'imposante porte en chêne était déjà ouverte. Une femme l'attendait. Madame Constance Webb, 58 ans, les cheveux argentés relevés en un chignon impeccable, sans un cheveu qui dépasse. Le dos droit comme une règle, vêtu de noir de la tête aux pieds, sans le moindre pli, mais ce qui donnait la chair de poule à Elena, c'était le visage froid comme la pierre de Madame Webb, sans la moindre expression, comme si elle avait oublié comment sourire depuis des décennies. Et ses yeux. Mon Dieu, ses yeux gris comme l'acier, tranchants comme des lames, balayant Elena de la tête aux pieds en un instant, la mesurant, la disséquant, la jugeant. Elena se sentait mise à nu sous ce regard. Vous êtes Elena Carter. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. La voix de Madame Webb était sèche et glaciale, sans la moindre trace d'émotion. Oui, madame, dit Elena, s'efforçant de garder une voix ferme. Suivez-moi. Madame Webb se retourna et s'éloigna sans attendre. Elena se dépêcha de la suivre. Elles traversèrent un grand hall d'entrée avec un plafond haut et un lustre en cristal qui scintillait au-dessus d'elle. Magnifique, somptueux, et pourtant si froid que cela en faisait mal aux os. Mademoiselle Webb s'arrêta au milieu d'un couloir et se tourna vers Elena. Avant de commencer à travailler, il y a quelques règles que vous devez retenir, dit-elle d'un ton neutre, comme si elle lisait une phrase. Règle numéro 1, vous nettoyez. Vous restez silencieuse. Vous ne regardez jamais M. Moretti dans les yeux. Elena acquiesça. Règle numéro 2. Vous ne parlez pas à son fils, jamais. Pas un mot, pas un geste. Vous faites comme si le garçon n'existait pas. Vous comprenez? Elena hésita un instant. Un fils? Elle ne savait pas que le chef de la mafia avait un enfant, mais elle acquiesça. Oui, madame. Madame Webb s'approcha, sa voix se transformant en un murmure menaçant. La dernière fille qui a travaillé ici a essayé d'être amicale avec le garçon. Elle pensait pouvoir l'aider. Elle se croyait spéciale. Madame Webb marqua une pause, ses yeux gris fixés sur le visage d'Elena. Elle a disparu au bout de 3 jours. Personne ne sait où elle est partie. La gorge d'Elena devint sèche et amère. Elle déglutit avec difficulté. Je comprends, madame. Bien. Madame Webb acquiesça d'un signe de tête. Vous logerez dans les quartiers du personnel, au sous-sol. Vous commencerez à 5 heures du matin. Vous finirez à 9 heures du soir. Vous aurez 30 minutes pour déjeuner et 30 minutes pour dîner. Vous serez payé à la fin du mois. Des questions? Elena secoua la tête. Elle n'osait rien demander. Bien. Suivez-moi. Ils s'enfoncèrent dans le manoir. Elena essaya de mémoriser le chemin, mais les couloirs se déployaient comme un labyrinthe. Elle remarqua des hommes en costume noir postés à chaque coin. Des gardes du corps, des armes à feu bombées sous leurs vestes, les yeux rivés sur elle comme des faucons observant leur proie. Personne ne parlait, personne ne souriait, personne ne faisait même un signe de tête.
Bonjour. Il se tenait simplement là, silencieux et menaçant. Elena vit également d'autres domestiques. Ils se déplaçaient comme des ombres, la tête baissée, sans faire de bruit. Lorsqu'ils voyaient Madame Webb, ils s'écartaient et se collaient contre le mur, les yeux fixés sur le sol. Personne ne saluait personne. Personne ne discutait. La demeure abritait des dizaines de personnes, mais elle était aussi silencieuse qu'un tombeau. Elena avait du mal à respirer. Elle commençait à comprendre pourquoi le salaire était si élevé. Ce n'était pas une rémunération pour le travail. C'était une rémunération pour le silence, pour la peur, pour devenir invisible dans la maison même où elle travaillait. Madame Webb conduisit Elena dans un long couloir bordé de portraits à l'huile, d'hommes au visage sévère, de femmes aux yeux tristes. La famille Moretti à travers les générations, devina Elena. Ils tournèrent dans un autre couloir, et Elena aperçut l'escalier principal. Des marches en marbre blanc, une rampe en fer forgé ouvragé, un tapis rouge qui descendait du haut jusqu'en bas, et sur cet escalier se trouvait une petite silhouette menue. Elena s'arrêta. Son cœur sembla manquer un battement. Puis elle vit le garçon. Marco Moretti était assis seul sur une marche de marbre, petit et solitaire dans le vaste espace du manoir. Il avait 8 ans. Ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène, exactement comme ceux de son père. Mais ses yeux étaient différents. Des yeux bruns chaleureux comme du miel. Les mêmes que ceux de la femme sur le portrait qu'Elena avait aperçu en passant dans le couloir. Sa mère, supposa-t-elle. Une femme qui n'était plus là. Il portait une chemise blanche et un pantalon noir, soigné comme un adulte miniature. Mais son visage était encore enfantin, ses joues encore rondes, ses lèvres encore roses. Devant Marco se trouvaient des dizaines de petites voitures. Il les alignait soigneusement, centimètre par centimètre, s'assurant que chaque voiture était à la même distance de la suivante, que chaque roue était parfaitement droite. Ses mouvements étaient lents, précis, comme s'il s'agissait du travail le plus important au monde. Personne n'était assis à côté de lui, ni domestique, ni garde du corps, ni père. Le garçon était assis seul sur l'escalier, au milieu de tout ce luxe, comme s'il était invisible, comme s'il n'existait pas. Elena l'a immédiatement remarqué. La façon dont les gens passaient devant lui sans le regarder. La façon dont les domestiques changeaient de direction pour l'éviter. La façon dont les gardes le regardaient comme s'il était transparent. Personne ne le saluait. Personne ne lui souriait. Personne ne reconnaissait même sa présence. Cet enfant de 8 ans, fils du plus puissant parrain de la mafia de Chicago, était plus seul que quiconque Elena ait jamais vu. Puis, il fit quelque chose qui attira l'attention d'Elena. Il leva la main droite et toucha son oreille droite, d'un geste léger, mais lorsque son doigt effleura son oreille, son visage se crispa, une douleur indéniable. Il baissa la main et retourna aligner les voitures. Quelques secondes plus tard, sa main se leva à nouveau, touchant à nouveau son oreille. Son visage se crispa à nouveau, encore et encore, comme par habitude. Non, pas par habitude. Elena connaissait la différence. Une habitude ne gravait pas ce genre de douleur sur un visage. C'était un réflexe. Le réflexe de quelqu'un qui essayait d'apaiser une douleur qu'il ne savait pas comment arrêter. Lily avait été comme ça, elle aussi. Le souvenir remonta si vite qu'il coupa le souffle à Elena. Lily, à 2 ans, souffrant d'une otite, se frottant constamment l'oreille et pleurant. « Maman, j'ai mal », avait-elle dit, les larmes coulant sur ses joues. Elena l'avait immédiatement emmenée chez le médecin. Des antibiotiques, des analgésiques, et 3 jours plus tard, Lily allait mieux. Mais Marco, personne ne l'avait emmené chez le médecin. Le fils d'un milliardaire, et personne n'avait remarqué qu'il souffrait. Elena regarda de plus près. Les yeux bruns du garçon n'étaient pas vraiment fixés sur les voitures devant lui. Il regardait dans le vide, le regard distant, creux, solitaire. Elena le reconnut immédiatement. Le regard de quelqu'un qui s'était habitué à être laissé pour compte. Le regard de quelqu'un qui n'attendait plus que personne ne vienne. Le regard de quelqu'un qui avait appris à endurer la douleur seul. Ce regard était exactement comme celui de Lily, exactement comme les yeux bleus des rêves d'Elena. Solitaire, souffrant, invisible au monde. Le cœur d'Elena se serra comme si une main invisible s'était refermée dessus. Elle voulait courir vers le garçon pour le prendre dans ses bras et lui dire que quelqu'un le voyait, que quelqu'un se souciait de lui. Mais elle n'avait pas le droit. Madame Webb avait été claire. Ne parle pas au fils de M. Moretti.
Jamais. Pas un mot, pas un geste. La dernière file qu'il avait fait avait disparu. Mademoiselle Carter. La voix de Madame Webb trancha les pensées d'Helena, froide comme le vent d'hiver. Qu'est-ce que tu regardes? Suis-moi. Helena sursauta, baissa les yeux et suivit la gouvernante, mais elle ne put s'empêcher de se retourner une dernière fois. Marco était toujours là, toujours seul, toujours en train de se frotter l'oreille et de grimacer, toujours solitaire dans une maison pleine de monde, mais vide d'amour. Helena se dit de détourner le regard, de s'occuper de son travail. Elle était venue ici pour gagner de l'argent, pour sauver sa mère, pas pour se soucier du fils du parrain de la mafia. Cela ne la concernait pas. Ce n'était pas son enfant, mais son cœur lui murmurait autre chose. Fais attention. Observe, quelque chose ne va pas. Les premiers jours à la demeure des Moretti se passèrent dans le silence. Helena se réveillait à 4h30 du matin, avant même que le soleil ne se lève, enfilait l'uniforme noir simple que Madame Webb lui avait fourni, attachait soigneusement ses cheveux et commençait à travailler à 5 heures pile, comme demandé. Chaque jour, elle commençait par nettoyer les sols. Le marbre du manoir s'étendait sur des centaines de mètres carrés et devait être poli à la perfection pour pouvoir servir de miroir. Helena s'agenouillait, trempait son chiffon dans le seau et essuyait chaque carreau un par un. Ses genoux lui faisaient mal. Son dos était courbé par la fatigue. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle n'avait pas le droit de s'arrêter. Venaient ensuite les chambres. 15 chambres d'amis, même s'il n'y avait jamais d'invités. Elle changeait les draps, passait l'aspirateur sur les tapis, nettoyait les vitres, rangeait les objets exactement à leur place, selon les indications données. Tout devait être impeccable. Tout devait être à sa place. Et si un oreiller était décalé de 2 centimètres, Madame Webb le remarquait et lui faisait tout recommencer depuis le début. Puis il y avait la lessive, étendre le linge, repasser, plier, aider le cuisinier, faire la vaisselle, nettoyer la cuisine, s'occuper du jardin, un travail sans fin. Helena travaillait 16 heures par jour et lorsqu'elle retournait enfin dans sa petite chambre au sous-sol, elle était tellement épuisée qu'elle ne pouvait que s'effondrer sur son lit avant de sombrer dans un sommeil sans rêve. Elle gardait la tête baissée comme Madame Webb le lui avait demandé, ne regardant personne, ne parlant à personne, comme si elle n'existait pas. Elle était devenue une ombre, glissant dans les couloirs, travaillant en silence, disparaissant avant même que quiconque ait pu remarquer sa présence. Mais malgré tous ses efforts, ses yeux continuaient à chercher Marco. Chaque matin, après avoir terminé le hall principal, Helena passait devant la véranda, la pièce au mur de verre située à l'angle sud-est du manoir. Et chaque matin, elle voyait le garçon là-bas. Marco était assis seul sur le sol, dans la faible lumière de l'aube. Devant lui, des maquettes d'avions inachevées, des puzzles à moitié assemblés, des livres d'images que personne ne lui avait jamais lus. Et il faisait tout seul. Il construisait des avions tout seul, assemblait des pièces de puzzle tout seul, s'asseyait tout seul, silencieux, toujours silencieux. Personne ne s'approchait de lui. Après quelques jours d'observation, Helena comprit que les domestiques faisaient des détours pour éviter la véranda. Les gardes montaient de la garde dans le couloir, mais n'entraient jamais à l'intérieur. Même Madame Webb, qui contrôlait tout dans ce manoir, se montrait rarement près du garçon. Ils avaient peur de lui. Non pas parce qu'il était dangereux, mais à cause de son silence, comme s'il pouvait se propager. Une nuit, alors qu'Helena faisait la vaisselle dans la cuisine, elle entendit 2 autres domestiques chuchoter. « Le garçon est maudit », dit le premier, la voix tremblante. Sa mère est morte en le mettant au monde. Elle a emporté son ouïe dans la tombe. J'ai entendu dire que M. Moretti avait dépensé des millions pour essayer de le guérir, répondit le second. Mais personne n'a pu le faire. C'est une maladie. C'est une malédiction. Une punition pour ce qu'il a fait. Ils se turnent lorsqu'ils réalisèrent qu'Helena les regardait. Elle baissa rapidement la tête, continua à faire la vaisselle, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Mais les mots continuaient à résonner dans son esprit. Maudit, châtiment, malédiction, absurde. Helena ne croyait pas à ce genre de superstition. Elle avait perdu sa fille, perdu son mari, perdu tout. Et elle savait que la tragédie n'avait pas besoin d'une malédiction pour se produire. La tragédie se produisait parce que la vie était cruelle. Marco n'était pas maudit. Marco n'était qu'un enfant solitaire. Helena le voyait tous les jours.
Elle voyait la façon dont il s'asseyait près de la fenêtre de la véranda, une petite main appuyée contre la vitre froide, les yeux suivant les voitures sur la route, les oiseaux dans le ciel, les nuages qui défilent, observant le monde évoluer au-delà de la douleur, incapable de s'y joindre, piégé dans le silence, piégé dans la solitude, piégé à l'intérieur de cette somptueuse demeure qui ressemblait à l'hiver. Et elle voyait la façon dont il touchait son oreille. Tous les jours, plusieurs fois, sa main droite se levait vers son oreille droite, son visage se crispait, puis retombait, encore et encore. Personne d'autre ne le remarquait. Les domestiques gardaient leur distance. Les gardes s'en moquaient. Son père n'apparaissait jamais dans la véranda. Mais Elena voyait. Elle voyait la façon dont il pressait sa main contre la vitre, suivant un monde qui bougeait sans lui. Et elle voyait ce que tout le monde avait manqué. Une semaine passa, puis deux. Elena continuait à travailler comme une machine, nettoyant les sols, faisant les lits, lavant le linge, la tête baissée et la bouche fermée, mais son esprit ne trouvait pas le repos. Chaque fois qu'elle passait devant la véranda, elle s'arrêtait quelques secondes, faisant semblant d'essuyer la vitre, tandis que ses yeux restaient rivés sur le garçon à l'intérieur. Marco touchait son oreille droite. Elena compta 17 fois en 1 heure. 17 fois, sa main se leva, effleura le bord de son oreille, puis retomba. Et 17 fois, son visage se crispa comme si quelqu'un lui enfonçait des aiguilles dans la peau. Ce n'était pas une habitude. Elena en était sûre. Une habitude ne causait pas de douleur. Une habitude ne faisait pas grincer des dents et endurer la douleur à un enfant de 8 ans. C'était un symptôme. Un symptôme de quelque chose dont personne ne se souciait suffisamment pour enquêter. Les souvenirs de Lily l'envahirent comme une vague déferlante. À 2 ans, lorsqu'elle avait eu une otite moyenne, elle avait fait la même chose, se frottant l'oreille encore et encore, grimaçant, pleurant sans même savoir pourquoi elle pleurait. Elena se souvenait de la panique qui l'avait saisie lorsqu'elle avait vu sa petite fille tirer sur son oreille et crier. Elle avait emmené Lily chez le médecin le soir même, et ils avaient découvert une infection. Après une semaine d'antibiotiques et de gouttes pour les oreilles, Lily allait bien. Mais qu'en était-il de Marco? Le garçon était le fils d'un milliardaire. Il avait été emmené dans les meilleurs hôpitaux du monde. Les meilleurs médecins l'avaient examiné. Des millions de dollars avaient été dépensés. Alors pourquoi personne n'avait vu ce qu'Elena, une femme de ménage sans diplôme, avait remarqué après seulement 2 semaines d'observation? Un après-midi, alors qu'elle nettoyait l'extérieur des fenêtres de la véranda, Elena eut l'occasion de regarder de plus près. Ce jour-là, Marco était assis près de la vitre, à moins d'1 mètre d'elle, séparé seulement par une douleur évidente. Il était penché sur un puzzle et son oreille droite était tournée vers Elena. Elle le fixa, le cœur battant à tout rompre, et elle le vit. Il y avait quelque chose dans son oreille, de couleur sombre, logé profondément dans le conduit, pas une ombre, pas de la saleté, quelque chose de réel. Elena retint son souffle. Elle essaya de mieux voir, penchant la tête, plissant les yeux. La masse sombre ne bougeait pas. Elle était logée dans l'oreille du garçon, comme si elle était là depuis longtemps. C'était peut-être du cérumen accumulé au fil des ans. Peut-être était-ce un corps étranger. Peut-être était-ce n'importe quoi. Mais cela n'aurait pas dû être là. Et si cela bloquait le conduit, si cela causait de la douleur, si c'était la raison pour laquelle Marco n'entendait pas, alors pourquoi personne ne l'avait-il retiré? Pourquoi des dizaines de médecins, des centaines de tests, des millions de dollars n'avaient-ils pas remarqué cela? Elena recula, l'esprit en ébullition. Qui était-elle pour penser avoir vu quelque chose que les meilleurs spécialistes du monde avaient manqué? Elle n'était qu'une femme de ménage. Elle n'avait aucune formation médicale, aucune expérience en matière de diagnostic. Qu'avait-elle d'autre que ses yeux et l'instinct d'une mère qui avait perdu son enfant? Peut-être se trompait-elle. Peut-être n'était-ce qu'une ombre. Peut-être les médecins l'avaient-ils examinée minutieusement et avaient-ils confirmé que l'oreille externe n'avait rien d'anormal. Peut-être que l'état de Marco était vraiment congénital, vraiment incurable, comme il le disait. Elena se dit de ne plus y penser. Cela ne la regardait pas. Elle était là pour gagner de l'argent, pour payer les soins de sa mère, pour survivre au jour le jour. Elle n'avait pas le droit de s'intéresser au fils de son patron. Elle n'avait pas le droit d'avoir des opinions.
Elle n'avait pas le droit d'exister autrement qu'en tant qu'ombre qui lavait les sols et faisait les lits. Madame Webb l'avait clairement avertie. La dernière fille qui avait essayé d'être amicale avait disparu. Personne ne savait où elle était partie. Elena ne voulait pas être la prochaine. Elle avait une mère qui l'attendait dans une maison de retraite. Elle ne pouvait pas mourir. Elle n'avait pas le droit de mourir. Alors, elle baissa la tête, continua à essuyer la vitre et s'éloigna. Mais l'image de Lily ne quittait pas son esprit. Les yeux bleus du rêve de la nuit dernière, qui la regardaient avec accusation. « Tu ne m'as pas sauvé, maman. Tu m'as laissé mourir. » Elena s'était réveillée en larmes. Elle n'avait pas sauvé Lily. Elle avait tenu son enfant dans ses bras et l'avait regardé s'éteindre, impuissante. Cette douleur la hantrait pour le reste de sa vie. Et maintenant, il y avait un autre enfant qui souffrait juste devant elle. Un enfant qu'elle aurait peut-être pu aider, mais elle n'en avait pas le droit. Elle devait rester silencieuse. Elle devait être invisible. Elle devait faire semblant de ne rien voir. Elena se mordit la lèvre jusqu'à faire couler le sang. Elle se détestait pour cette lâcheté, mais elle n'avait pas le choix. Jusqu'à ce qu'un après-midi, elle commette sa première erreur. Elle enfreignit la règle. Cet après-midi-là, Elena nettoyait le couloir près de la véranda lorsqu'elle entendit un bruit, pas une voix. Marco ne pouvait pas parler. C'était le bruit de quelque chose tombant sur le sol, du plastique frappant le marbre. Elle s'arrêta, pencha la tête et regarda par la porte. Marco était assis au milieu du sol et devant lui se trouvait un modèle réduit d'avion à moitié terminé. Il essayait de fixer l'aile au corps, mais ses petits doigts n'étaient pas assez agiles. L'aile ne cessait de glisser, tombant sur le sol et il la ramassait et réessayait. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. À chaque échec, son visage se crispait un peu plus, ses lèvres se serraient, ses sourcils se fronçaient, ses épaules tremblaient, tandis qu'il essayait de se retenir. La quatrième fois, l'aile tomba à nouveau et Marco frappa le sol, pas fort, mais plein de colère, plein d'impuissance, plein de désespoir. Un garçon de 8 ans était assis là, seul, incapable de terminer un simple modèle réduit d'avion, et personne n'était là pour l'aider. Personne ne s'en souciait. Elena sentit son cœur se serrer. Elle aurait dû s'en aller. Elle savait que Madame Webb l'avait mise en garde. Ne parle pas au fils de M. Moretti. Jamais. La dernière fille qui l'a fait a disparu. Elena ne voulait pas disparaître. Sa mère l'attendait. Elle se retourna pour partir, mais ses pieds refusaient de l'obéir. Ils restaient cloués au sol, comme s'ils y étaient collés. Puis, avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, ils la portèrent jusqu'à la véranda. Elena ne savait pas ce qu'elle faisait. Son corps bougeait par instinct, poussé par son cœur et non par les ordres de son esprit. Elle s'approcha de Marco, s'agenouilla sur le sol glacé et ramassa délicatement le morceau d'aile. Marco sursauta et leva les yeux, ses yeux bruns écarquillés, surpris, effrayés, avec une lueur de peur. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'approche de lui. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un le voie. Pendant 8 ans, il avait appris à devenir invisible. Et maintenant, soudainement, quelqu'un était agenouillé juste devant lui. Elena ne dit rien. Elle savait qu'il ne pouvait pas entendre. Au lieu de cela, elle tint l'aile, la glissa lentement à la bonne place sur le fuselage de l'avion et appuya légèrement. Le morceau s'enclencha avec un petit clic. Parfait. Elle posa l'avion devant Marco, puis leva les yeux vers son visage. Le garçon la fixait du regard. Il n'y avait plus de peur, seulement de l'étonnement, de la curiosité et quelque chose qu'Elena ne pouvait nommer, quelque chose qui lui adoucissait le cœur et lui faisait mal à la fois. Elle leva les 2 mains et commença à signer. Le langage des signes. Elle l'avait appris 3 ans plus tôt, quand Lily était encore en vie. Lily n'avait que 3 ans, mais Elena voulait lui apprendre tant de choses. Elle avait lu quelque part que les enfants qui apprenaient le langage des signes développaient mieux le langage. Elle et Lily avaient donc appris ensemble. Chaque soir, mère et fille s'asseyaient sur le lit et s'entraînaient à faire des signes simples. Mère, enfant, amour, faim, sommeil. Le signe préféré de Lily était celui du papillon, car il ressemblait à 2 ailes qui battent. Après la mort de Lily, Elena pensait qu'elle oublierait tout, mais ce ne fut pas le cas. Ces signes restaient gravés dans sa mémoire comme des cicatrices qui ne guérissaient jamais. « Je m'appelle Elena », fit-elle lentement. « Comment t'appelles-tu » Marco resta bouche bée. Il fixait les mains d'Elena comme si elle venait de faire un tour de magie.
Puis il leva les yeux vers son visage et, dans ses yeux bruns chaleureux, elle vit briller quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De l'espoir. Il leva les mains et lui répondit par signe. « Marco, comment connais-tu la langue des signes? » Elena sourit. Mais ce sourire lui faisait mal. Ma fille était en train d'apprendre. Elle fit le signe, puis s'arrêta. Était en train d'apprendre, pas avait appris. Car Lily n'aurait jamais l'occasion de terminer. Les larmes montèrent, incontrôlables. Elena ne voulait pas pleurer devant le garçon. Elle ne voulait pas s'expliquer. Elle ne voulait pas rouvrir la blessure qu'elle avait essayé d'enfouir pendant 3 ans. Elle se leva trop rapidement, se détourna et quitta précipitamment la véranda. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'osait pas, car si elle voyait ses yeux bruns une fois de plus, elle ne pourrait pas partir. Cela aurait dû s'arrêter là. Elena aurait dû rester loin de Marco après cela, garder ses distances, suivre les règles et oublier ce moment de faiblesse. Mais Marco ne la laissa pas partir. Le lendemain, alors qu'Elena nettoyait le couloir du rez-de-chaussée, elle sentit que quelqu'un l'observait. Elle leva la tête et vit Marco debout dans un coin, la moitié de son corps caché derrière une colonne, ses yeux bruns suivant chacun de ses mouvements. Lorsque leurs regards se croisèrent, le garçon ne s'enfuit pas comme Elena s'y attendait. Il resta où il était et leva la main pour signer un seul mot. « Bonjour », Elena déglutit. Elle aurait dû l'ignorer. Elle aurait dû baisser la tête et continuer à travailler. Mais ses yeux bruns la regardaient avec une telle avidité qu'elle ne pouvait détourner le regard. Elle leva la main et répondit par signe. « Bonjour, Marco. » Un sourire apparut sur les lèvres du garçon, petit, mais éclatant comme le soleil après la pluie. À partir de ce moment-là, Marco commença à rechercher Elena tous les jours. Il apprit son emploi du temps, apprit où elle se trouvait et à quel moment. À 6 heures du matin, lorsqu'elle nettoyait le hall principal, il s'asseyait sur les marches et l'observait. À 9 heures du matin, lorsqu'elle rangeait le salon, il se tenait devant la porte. À 14 heures, lorsqu'elle faisait la lessive au sous-sol, il se glissait en bas et s'asseyait sur les marches. Il ne s'approchait jamais trop près. Il ne la dérangeait pas. Il était simplement là, silencieux, comme si la présence d'Elena était le seul réconfort qui lui restait dans son monde silencieux. Elena savait qu'elle aurait dû le renvoyer, lui dire qu'ils n'avaient pas le droit de se parler. Mais chaque fois qu'elle regardait dans ses yeux bruns, elle pensait à Lily et elle ne pouvait pas. Ils ont commencé à communiquer en secret, de brèves conversations en langue des signes. Quand personne ne regardait, quand Ben Webb était de l'autre côté du manoir, quand les gardes changeaient de corps, Elena passait, s'arrêtait quelques secondes, posait une question en langue des signes. Marco répondait, puis elle continuait son chemin comme si de rien n'était. Au début, ce n'étaient que des choses simples. « Est-ce que ça va? As-tu pris ton petit déjeuner? Que construis-tu aujourd'hui? » Mais petit à petit, leurs conversations sont devenues plus profondes. Un soir, alors qu'Elena nettoyait la véranda après son service, Marco s'est glissé à côté d'elle et s'est assis. Il signait lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Mon père ne me regarde jamais. » Elena s'arrêta et le regarda. « Pourquoi dis-tu cela? Chaque fois qu'il passe devant moi, » signa Marco en baissant les yeux vers le sol, « il détourne le regard comme si je n'existais pas, comme si me voir lui faisait mal. » Elena sentit son cœur se serrer. Elle voulait dire à Marco qu'il se trompait, que son père l'aimait, que parfois les adultes montraient leur amour de différentes manières. Mais elle avait vu Dominic Moretti passer devant la véranda des dizaines de fois sans jamais tourner la tête. Elle ne pouvait pas mentir à ce garçon. « Les domestiques ont peur de moi, » continua Marco. « Ils pensent que je suis maudit. Je les entends, je veux dire, je les vois parler. Ils me regardent comme si j'étais un monstre. »« Tu n'es pas un monstre, » signa rapidement Elena. « Tu n'es qu'un enfant. » « Et les médecins, » signa Marco, le visage empreint d'amertume. « Ils ne voient que l'argent. Ils viennent. Ils m'examinent. Ils parlent à mon père. Ils prennent de l'argent et s'en vont. Personne ne me regarde vraiment. Personne ne me demande si j'ai mal. Personne ne s'en soucie. » Il leva les yeux vers Elena. « Seulement toi. Tu es la première personne qui m'ait vu. » Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi faire. Qu'elle savait seulement qu'elle tendait la main, prenait la petite main de Marco et la serrait doucement. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Puis Marco fit à nouveau un signe. « Ta fille, tu as dit qu'elle apprenait la langue des signes. » « Où est-elle? » Elena ferma les yeux.
La question la transperça comme un couteau. Elle n'avait parlé de Lily à personne depuis 3 ans, ni à sa mère, ni à un thérapeute, ni même à elle-même. Mais Marco la regardait avec des yeux clairs, sans jugement, sans pitié, seulement avec le désir de comprendre. Et Elena réalisa que ce garçon, cet enfant que le monde avait abandonné, était la seule personne à qui elle pouvait ouvrir son cœur. Elle n'est plus là, signa Elena, les mains tremblantes. Il y a 3 ans, un accident de voiture. Elle n'avait que 3 ans. Marco ne répondit rien. Il se contenta de la regarder, puis se leva soudainement, s'avança et enlaça Elena. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou, la serrant de toutes les forces dont un enfant de 8 ans était capable. Elena craqua. Elle pleura pour la première fois depuis 3 ans. Elle pleura pour de vrai, sans retenue, sans se cacher. Elle pleura pour Lily. Elle pleura pour Marco. Elle pleura pour 2 âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce manoir froid. Quand Elena releva enfin la tête, elle vit Marco sourire. Un large sourire éclatant qui illumina la pièce sombre. Le premier sourire depuis des mois, peut-être des années, et il ne savait pas que quelqu'un les observait, quelqu'un qui n'avait pas vu son fils sourire depuis des années. Cette nuit-là, Dominic Moretti ne parvint pas à dormir. Allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond, son esprit tournait en rond, pensant aux chiffres, aux affaires, aux ennemis dont il fallait s'occuper. Le travail d'un parrain de la mafia n'était jamais terminé. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait s'emparer de son territoire, toujours quelqu'un qui voulait sa mort. Mais cette nuit-là, ce n'était pas le travail qui l'empêchait de dormir. C'était Isabella. Il venait de rêver d'elle. Elle se tenait dans le jardin fleuri, vêtue de la robe blanche qu'il aimait tant. Ses cheveux noirs flottaient dans le vent et elle souriait. Ce sourire était si beau qu'il en était douloureux. Puis il se réveilla et se souvint qu'elle n'était plus là. 8 ans plus tard, la douleur était toujours aussi vive qu'au premier jour. Dominic s'assit, enfila une robe de chambre et quitta sa chambre. Il avait besoin de marcher, de calmer son esprit. Le manoir était silencieux à minuit. Seul l'écho de ses pas sur le marbre et le tic-tac régulier d'une horloge quelque part dans l'obscurité se faisaient entendre. Les gardes postés au coin s'inclinèrent à son passage, mais il les remarqua à peine. Il marchait par habitude, sans but précis. Puis il entendit un bruit, pas fort, juste un léger bruissement, comme du papier que l'on plie, provenant de la véranda au bout du couloir. Qui pouvait bien être là à cette heure-là? Dominic s'approcha, s'arrêta devant la porte, regarda à travers la fente et se figea. Elena, la nouvelle gouvernante, était assise par terre avec Marco. Entre eux se trouvait une pile de papier coloré et quelques grues en papier déjà plié. Elle apprenait à Marco à faire de l'origami. Ses mains bougeaient lentement, pliant chaque pli avec une patience infinie afin que Marco puisse suivre. Puis elle lui tendit une feuille et il commença à l'imiter. Il se trompa. Le papier se froissa entre ses mains. Mais au lieu de se mettre en colère comme il le faisait d'habitude, Marco leva les yeux vers Elena et elle lui sourit. Elle prit une autre feuille, la plaça dans ses mains et recommença depuis le début, sans précipitation, sans jugement, avec une patience infinie. Marco finit par y arriver. Il leva la grue en papier, bancale et laide, mais toujours une grue. Et il sourit. Dominic eut l'impression que quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans la poitrine. Ce sourire, mon Dieu, ce sourire, la courbe de la bouche, les yeux plissés, tout le visage qui s'illuminait. Isabella, tellement semblable à Isabella que Dominic dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. 8 ans. Pendant 8 ans, il avait évité de regarder son fils parce que chaque fois qu'il regardait Marco, il voyait Isabella. Il voyait sa mort. Il voyait sa propre culpabilité et il ne pouvait pas le supporter. Alors il s'était détourné. Il avait laissé les autres s'occuper de Marco. Il avait dépensé de l'argent pour courir après les médecins et les remèdes. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, sauf la seule chose qui comptait le plus. Il n'était pas là pour son enfant. Et maintenant, une étrangère, une femme de ménage, faisait ce qu'il n'avait pas pu faire. Elle faisait sourire son fils. Patron. La voix de Vince retentit derrière lui, basse et prudente. Dominic ne se retourna pas. Il savait que le chef de la sécurité se tenait là depuis un moment. Elle enfreint les règles, dit Vince. Madame Webb interdit tout contact avec le jeune maître. Vous voulez que je la mette dehors? Patron, Dominic resta silencieux. Dans la véranda, Elena faisait des signes à Marco. Le garçon acquiesça,
lui répondit par des signes, et ils rirent tous les deux. Elle connaissait le langage des signes. Personne dans ce manoir ne connaissait le langage des signes, à l'exception du professeur que Dominic avait engagé, celui que Marco détestait parce qu'il était froid et impatient. Mais avec Elena, Marco souriait. Il communiquait. Il vivait au lieu de simplement exister. Patron? Demanda à nouveau Vince. Dominic prit une lente inspiration. Non, dit-il d'une voix grave et assurée. Laissez-la rester. Vince ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer et de se glisser dans l'ombre. Dominic resta là un peu plus longtemps, observant son fils à travers la fente de la porte. Pour la première fois en 8 ans, il regarda Marco longuement sans détourner les yeux, sans se cacher. Son fils n'était pas un monstre, ni une malédiction. C'était juste un enfant solitaire qui avait besoin d'amour. Et Dominic ne lui avait pas donné cela. Dominic se retourna et s'éloigna, le cœur lourd. Il ne savait pas qu'Elena ne faisait pas que créer un lien avec Marco. Elle menait aussi une enquête. La question concernant l'oreille droite de Marco ne quittait pas l'esprit d'Elena. Chaque jour, elle observait le garçon toucher cette oreille et se frotter l'oreille. Et chaque jour, ses soupçons grandissaient. Pourquoi personne ne l'avait remarqué? Pourquoi les meilleurs médecins du monde, équipés des appareils les plus modernes, n'avaient-ils pas remarqué ce qu'elle, une femme de ménage, pouvait voir à l'œil nu? Elle avait besoin d'une réponse. Et la réponse se trouvait dans le dossier médical de Marco. L'occasion se présenta un soir où Dominic était parti rencontrer des partenaires commerciaux. Elena savait qu'il serait absent pendant au moins 4 heures. Madame Webb était montée dans sa chambre après le dîner. Les gardes changeaient de corps à 21 heures, et pendant les 15 minutes que durait la relève, la surveillance serait moins stricte que d'habitude. Elena attendit ce moment précis. Elle se glissa hors de sa chambre au sous-sol et traversa les couloirs sombres, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas pouvait être le dernier. Elle savait qu'elle risquait d'être prise, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le bureau de Dominic se trouvait au 2e étage, au bout du couloir ouest. La lourde porte en chêne n'était pas verrouillée. Dominic n'avait pas besoin de serrure dans sa propre maison. Qui oserait entrer sans permission? Elena poussa la porte, se glissa à l'intérieur et la referma derrière elle. La pièce était plongée dans l'obscurité, seul le clair de lune filtrait à travers la fenêtre, dessinant de faibles bandes de lumière sur le sol. Elle n'osa pas allumer une lampe. À la place, elle sortit la petite lampe de poche qu'elle avait cachée dans sa poche, l'alluma et commença à fouiller le bureau, le classeur, les étagères. Elle procéda avec précaution, essayant de ne rien déranger. Puis elle le trouva. Le tiroir du bas du classeur, rempli de dossiers épais, contenait le dossier médical de Marco Moretti. Elena les sortit, les posa sur le sol et commença à les lire à la lumière étroite de sa lampe de poche. Il y avait des dizaines de rapports provenant de Johns Hopkins, de la clinique Mayo, d'un hôpital en Suisse et d'une clinique à Tokyo. Chacun comptait des dizaines de pages, remplies de termes médicaux qu'Elena ne comprenait pas, mais elle comprenait les chiffres. Coût des traitements à Johns Hopkins, 200 000 $. Clinique Mayo, 150 000 $. Suisse, 300 000 $. Tokyo, 200 000 $. Et plus encore, pour un total de plus de 10 millions de dollars sur 8 ans. Tout cela pour entendre la même conclusion, surdité congénitale, incurable. Elle tourna les pages les unes après les autres, à la recherche de quelque chose qui ne collait pas. Et puis elle vit ce qui était étrange. Tous les rapports mentionnaient des tests auditifs, des scanners et des résultats d'autoscopie, mais ils concluaient tous à la même erreur fatale, une atrésie congénitale ou un ostéome osseux. Les médecins avaient examiné, mais ils s'étaient trompés. Ils avaient vu l'obstruction dure et pâle et l'avaient confondu avec un os crânien déformé obstruant le canal. Une condition trop dangereuse pour être opérée. Ils avaient examiné, mais ils avaient mal interprété. Personne n'avait vraiment regardé à l'intérieur. Elena tourna les pages plus rapidement, cherchant avec une sorte de panique. Il devait y avoir un rapport otoscopique quelque part. C'étaient les meilleurs hôpitaux du monde. Ils n'avaient pas pu négliger quelque chose d'aussi fondamental. Mais il n'y était pas, ni dans aucun dossier, ni sur aucune page. Elle repensa à ce qu'elle avait vu de ses propres yeux. Marco touchait toujours son oreille droite, pas la gauche, la droite. Et il y avait quelque chose de sombre à l'intérieur de cette oreille, quelque chose qu'elle avait aperçu à travers la vitre de la véranda.
Si les médecins se contentaient de tester l'audition sans jamais regarder à l'intérieur, ils ne le verraient jamais. Ils verraient seulement que Marco ne réagissait pas au son et concluraient qu'il était sourd de naissance. Mais si quelque chose bloquait son conduit auditif, si c'était cela la cause, le cœur d'Elena se mit à battre à tout rompre. Elle n'était pas médecin, elle n'avait pas de diplôme, elle n'était qu'une femme de ménage dotée d'un instinct maternel, mais cet instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait un grave problème. Elle devait examiner l'oreille de Marco de près, de très près, pour confirmer ses soupçons. Si elle avait raison, elle pourrait sauver le garçon. Si elle avait tort, elle serait une idiote qui avait osé penser qu'elle en savait plus que les plus grandes spécialistes du monde. Et si elle était découverte, elle mourrait. Elena remit les dossiers exactement à leur place, éteignit la lampe de poche et sortit de la pièce. Elle avait pris sa décision. Elle examinerait elle-même l'oreille de Marco. Ce qu'elle s'apprêtait à faire pouvait sauver la vie du garçon ou mettre fin à la sienne. L'occasion se présenta 2 jours plus tard, lorsque Dominic Moretti quitta le domaine pour assister à une importante réunion avec d'autres gangs à Detroit, accompagné de Vince et de la plupart des gardes du corps. La réunion devait durer 2 jours, voire plus si les négociations ne se déroulaient pas sans heurts, et le manoir semblait plus vide que jamais. Elena savait que c'était le moment d'agir. Elle passa toute la journée à se préparer, prenant une petite pince à épiler dans la trousse de premier secours de la buanderie et la trempant dans de l'alcool pendant des heures pour la stériliser, vérifiant sa lampe de poche, remplaçant les piles, s'assurant que le faisceau était suffisamment puissant, trouvant une serviette propre et une bouteille de solution saline dans l'armoire à pharmacie, sans savoir si elle en aurait besoin, mais voulant simplement être prête à tout. Toute la journée, ses mains tremblaient, non pas par peur pour elle-même, mais par peur de faire du mal à Marco, car elle n'était pas médecin. Elle n'avait aucune expérience médicale et si elle commettait une erreur, elle pourrait causer des blessures permanentes au garçon. Pourtant, si elle ne faisait rien, Marco continuerait à vivre dans le silence pour le reste de sa vie. Il existait peut-être une solution simple que personne n'avait pris la peine de chercher, mais 22 heures sonnèrent et le manoir fut plongé dans l'obscurité et le silence. Moss Webb s'était retiré dans sa chambre depuis longtemps, les gardes restants patrouillaient à l'extérieur, les autres domestiques dormaient, et Elena se glissa hors du sous-sol et suivit les couloirs familiers, évitant les zones de surveillance qu'elle avait mémorisées après des semaines d'observation. La chambre de Marco se trouvait au 2e étage, dans l'aile est, et Elena s'arrêta devant sa porte, prit d'une profonde inspiration, puis frappa 3 fois doucement, leur signal secret. La porte s'ouvrit et Marco se tenait là, en pyjama, les yeux bruns écarquillés de surprise à sa vue. Il ne dormait pas encore, attendant peut-être quelque chose, même s'il ne savait pas quoi. Elena entra, ferma la porte et s'agenouilla à hauteur de ses yeux, levant les mains pour signer lentement, afin qu'il puisse lire chaque mot dans la faible lueur de la veilleuse. « Fais-moi confiance. Laisse-moi regarder dans ton oreille. » Marco pencha la tête, perplexe. « Ton oreille? L'oreille droite, signa Elena. J'ai besoin de regarder à l'intérieur. Tu me fais confiance? » Il ne demanda pas pourquoi. Il n'exigea pas d'explication. Il se contenta de la regarder avec ses yeux clairs et acquiesça, lui accordant une confiance totale et inconditionnelle, comme si elle était la seule personne au monde en qui il pouvait avoir confiance. Et Elena sentit le poids de cette confiance s'abattre sur ses épaules comme une pierre, car elle ne pouvait se permettre d'échouer. Elle guida Marco vers la fenêtre où la lumière de la lune était suffisamment vive pour l'aider à voir. Elle lui dit de s'asseoir sur une chaise et d'incliner la tête vers la gauche afin que son oreille droite soit tournée vers le haut, et le garçon obéit sans résistance. Elena sortit la lampe de poche, l'alluma et dirigea lentement la lumière dans le conduit auditif de Marco. Elle regarda à l'intérieur et son cœur sembla s'arrêter. C'était là, la chose qu'elle avait soupçonnée. La chose qu'elle avait entrevue à travers la vitre de la véranda. Elle regarda et vit d'abord ce que les médecins avaient vu. Une paroi dure et pâle bloquant le canal, qui ressemblait exactement à un os. Mais Elena regarda de plus près, en inclinant la lumière. Là, à l'extrémité où le blocage rencontrait la peau, elle vit une minuscule fissure, une séparation. S'il s'agissait d'un os, il serait sans jointure.
Mais là, c'était séparé. Ce n'était pas une malformation. C'était une accumulation massive qui s'était calcifiée au fil des ans jusqu'à ressembler à de la pierre. Les experts voyaient une paroi. Elena voyait une porte qui pouvait s'ouvrir. Ils s'étaient contentés de faire des tests coûteux, d'encaisser des centaines de milliers de dollars d'honoraires et de déclarer le garçon sourd de naissance sans vraiment chercher la cause réelle. Elena éteignit la lampe torche et s'effondra sur le sol, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle avait eu raison. Son instinct avait été juste. Mais maintenant, elle pouvait l'enlever. Elle avait des pincettes stérilisées. Elle avait les mains sûres. Au moins, si elle se forçait à se concentrer, elle pouvait essayer. Mais si elle se trompait, et si elle perçait le tympan de Marco, et si elle provoquait une infection, et si elle aggravait la situation, et si Dominique le découvrait, que penserait-il d'une femme de ménage qui se faufilait dans la chambre de son fils au milieu de la nuit, une pince à épiler à la main, pour fouiller dans l'oreille du garçon? Il la tuerait, sans explication, sans preuve. Il la tuerait et l'enterrerait là où personne ne la trouverait jamais. Marco l'observait maintenant, inquiet, et lui fit signe. « Ça va? Qu'as-tu vu? » Elena avait le choix. Partir et se mettre en sécurité, ou tout risquer pour un garçon qui n'était pas son enfant. Elena ferma les yeux, et l'image de Lily lui revint à l'esprit. Sa petite fille allongée dans ses bras la nuit de l'accident, ses yeux bleus s'éteignant à chaque seconde, ses lèvres murmurant « Maman, j'ai mal ». Et Elena ne l'avait pas sauvée. Elle avait tenu son enfant dans ses bras et l'avait regardé s'éteindre sans pouvoir rien faire. Une douleur qui la hantait depuis 3 ans, la vidant de son âme, la laissant chaque jour avec l'envie de suivre Lily dans la mort. Mais maintenant, il y avait un autre enfant qui avait besoin d'elle. Un enfant qui la regardait avec une confiance absolue, attendant qu'elle fasse son choix. Et Elena ouvrit les yeux et regarda Marco. Elle n'avait pas pu sauver Lily, mais peut-être pouvait-elle sauver ce garçon. Et si elle échouait, au moins elle aurait essayé. Au moins, elle n'aurait pas à vivre avec le regret d'avoir eu une chance et de n'avoir rien fait. Pas cette fois. Et pas encore. Elle ne laisserait pas la peur l'arrêter. Et elle fit signe à Marco de s'allonger sur le lit, de pencher la tête vers la gauche, de ne pas bouger. Et le garçon obéit sans la moindre hésitation. Elle rapprocha la veilleuse, l'ajusta pour que la lumière tombe directement sur son oreille droite, puis sortit les pinces stérilisées de sa poche, les mains tremblantes au point de presque les laisser tomber. Elle prit une profonde inspiration, s'efforçant de rester immobile. Elle ferma les yeux une fois de plus et pria. « Seigneur, guide mes mains, je t'en prie. » Quand elle les rouvrit, ses mains avaient cessé de trembler. Une sensation de chaleur envahit sa poitrine, comme si quelqu'un avait posé une main sur son épaule pour la rassurer et lui promettre que tout irait bien. Elena se pencha et guida la pince à épiler dans le conduit auditif de Marco. Lentement, prudemment, millimètre par millimètre, elle put voir l'obstruction noire qui s'y trouvait, plus grande et plus proche qu'elle ne l'avait semblé à la lumière de la lampe torche. Elle ajusta l'angle de la pince à épiler, essayant de se glisser dans l'espace étroit entre l'obstruction et la paroi du conduit. Marco resta parfaitement immobile, sans bouger, n'osant même pas respirer trop fort. Parce qu'il faisait confiance à Elena, il était sûr qu'elle ne lui ferait pas de mal. La pointe de la pince toucha la masse, et Elena la sentit à travers ses doigts. Épaisse, dense, collante comme de la cire, durcie au fil des ans, elle la pinça doucement, essayant d'en attraper un bord. Puis elle tira, et il y eut une résistance. L'obstruction ne bougeait pas. Elle s'accrochait à la paroi du canal comme si elle y avait pris racine. Elena se mordit la lèvre, luttant contre la panique, repositionna la pince à épiler, la saisit plus fermement et tira à nouveau. La résistance était toujours là, mais cette fois, elle sentit un léger mouvement, infime, comme si le bouchon commençait à se détacher. Elle tira une 3e fois, un peu plus forte mais toujours en prenant soin de ne pas blesser le conduit auditif de Marco. Et puis, soudainement, sans avertissement, l'obstruction se détacha, glissa et se retrouva dans la pince à épiler. Elena retira sa main et posa la masse noire dans sa paume. Elle était plus grosse qu'elle ne l'avait imaginé, presque de la taille du petit doigt d'un adulte. Et noir et dense,
dégageant une odeur désagréable de quelque chose qui s'était décomposé au fil des ans. Et cette chose était restée dans l'oreille de Marco pendant 8 ans, le coupant de toute son, l'emprisonnant dans le silence. Et avant qu'Elena n'ait pu faire quoi que ce soit d'autre, Marco s'est redressé d'un coup, les yeux écarquillés, plus grands qu'Elena ne les avait jamais vus, la bouche ouverte, le corps tout entier tremblant, et il a regardé autour de lui comme s'il voyait la pièce pour la première fois. Non, pas en la voyant, en l'entendant, car l'horloge accrochée au mur faisait tic-tac régulièrement, rythmiquement, un son que Marco n'avait jamais entendu au cours des 8 années de sa vie. Il pointa l'horloge du doigt, sa bouche formant un son, puis le premier mot sortit de ses lèvres. Tic. Sa voix était rauque, une voix qui n'avait jamais vraiment été utilisée. Mais c'était un mot, un vrai mot, le premier son que Marco Moretti avait émis en 8 ans. Et Elena pleura, les larmes coulant comme une source, trempant son visage. Et elle n'essaya pas de les retenir. Elle enlaça Marco, le serrant fort comme s'il était Lily, comme s'il était l'enfant qu'elle avait perdu, comme s'il était un miracle dont elle n'avait jamais osé rêver. Et elle lui murmura à l'oreille pour la première fois, en utilisant des mots prononcés au lieu de signes. Tu peux entendre maintenant, mon bébé. Tu peux entendre maintenant. Et Marco trembla contre elle, leva une main vers sa gorge, sentit la vibration lorsqu'elle parlait, toucha son oreille droite. Plus de douleur, plus de pression, plus de lourdeur bloquée. Puis il ouvrit la bouche et essaya d'en dire plus. Elena, son nom. Il l'appelait par son nom, le deuxième mot qu'il avait appris. Et Elena sanglotait plus fort, le serrant plus fort dans ses bras. Oui, mon bébé. Elena, je suis là. Et Marco leva son visage vers le sien, les yeux bruns brillants de larmes et de joie, et d'un million de sentiments qu'il ne pouvait nommer. Et il ouvrit la bouche, se entendre un essai de ta bouche, se forçant à prononcer un mot de plus. Je veux entendre la voix de mon père. Et puis des pas retentirent dans le couloir, lourds, pressants, le bruit d'une porte qui s'ouvrait brusquement, le cri d'un garde. Et Dominic Moretti était rentré plus tôt que prévu. La porte de la chambre de Marco s'ouvrit violemment dans un grand fracas, et Dominic Moretti se tenait là. Son visage était pâle sous la lumière du couloir, ses yeux étaient injectés de sang à cause du manque de sommeil et de la tension qui le tenait encore après Detroit, car la réunion s'était terminée plus tôt que prévu et il avait conduit toute la nuit pour rentrer chez lui et voir son fils, ne serait-ce qu'une fois avant d'essayer de dormir. Mais ce qu'il vit le glaqua le sang dans les veines. Elena, la gouvernante, tenait Marco sur le lit et sa main était maculée de sang. Du sang sur ses doigts, dans sa paume, le long de ses poignets, et son fils était dans les bras d'une femme étrangère. Et il y avait du sang, le sang de son fils, et le monde de Dominic s'écroula en un seul battement de cœur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en lui que du rouge. Il n'entendait plus que le rugissement de son propre sang dans ses oreilles. Pendant 8 ans, il avait protégé Marco. Pendant 8 ans, il avait construit une forteresse autour de ce garçon. Pendant 8 ans, il avait tué tous ceux qui osaient menacer son enfant. Et maintenant, un serpent s'était glissé dans le lit de son fils. Qu'est-ce que tu as fait? Son rugissement fit trembler la pièce alors qu'il se précipitait comme un animal enragé. Il saisit Elena à 2 mains, l'arracha à Marco et la jeta au sol. Elle tomba face contre terre, sa tête heurtant le pied du lit. Mais il ne s'arrêta pas là. Il attrapa une poignée de ses cheveux, la redressa et la projeta contre le mur avec toute la force d'un homme rendu sauvage par la peur et la rage. Le dos d'Elena heurta la pierre avec un bruit sourd et écœurant. Et avant même qu'elle ait pu comprendre ce qui se passait, la main de Dominic s'était refermée sur sa gorge et l'avait soulevée du sol. Elle ne pouvait plus respirer. Ses poumons brûlaient, sa vision se brouilla. « Je vais te tuer », siffla Dominic entre ses dents. Son visage à quelques centimètres du sien, ses yeux noirs comme les flammes de l'enfer la brûlaient. « Je vais te tuer lentement. Je vais te faire supplier la mort. Tu as touché mon fils. Tu as fait saigner mon fils. » Elena essaya de parler, mais elle n'avait plus assez d'air pour former des mots, seulement des sons rauques et désespérés. Ses mains griffèrent le bras de Dominic, essayant de briser son étreinte de fer, mais il était trop fort. C'était un mafieux. Il avait tué de ses propres mains et il allait la tuer. Avec toutes les forces qui lui restaient, Elena se concentra pour prendre une dernière inspiration et parvint à articuler.
Regarde ton fils. Mais Dominic n'entendit pas, ou ne voulut pas entendre. Il resserra son étreinte et Helena sentit le monde s'assombrir. Elle était sur le point de mourir. Elle allait mourir entre les mains de ce parrain de la mafia, et personne ne saurait jamais la vérité. Marco ne pourrait jamais expliquer. Dominic ne saurait jamais qu'elle avait sauvé son enfant. Et puis un bruit déchira la nuit. Non. Un cri rauque et rauque comme celui d'un animal qui se libère. Ce n'était pas clair, ce n'était pas parfait, mais c'était assez fort pour figer la pièce. Dominic se figea, tout son corps se raidit comme s'il avait été frappé par la foudre, sa main toujours sur la gorge d'Helena, mais la force avait disparu. Il tourna lentement la tête, comme s'il se déplaçait dans l'eau, et Marco se tenait près du lit, le visage inondé de larmes. Ses mains étaient serrées en petites poings. Marco courut vers lui, lui saisit la main et la posa sur sa propre gorge afin que Dominic puisse sentir les vibrations. Dada, balbutia-t-il, le mot maladroit et d'épais. Puis il lâcha prise et fit des signes frénétiques, ses mains bougeant comme des oiseaux. Elle m'a sauvé. Elle a retiré la pierre de mon oreille. Je peux t'entendre. Dominic ne connaissait pas la langue des signes, mais il comprit les larmes, les gestes et le fait indéniable que son fils réagissait au son de sa respiration. Dominic leva la main et toucha le visage de son fils, comme s'il devait confirmer que c'était réel. Les larmes coulaient librement. Pour la première fois en 8 ans, il pleura devant quelqu'un. « Tu peux entendre, » répéta-t-il comme un homme déchaîné. « Mon fils peut entendre. » Mais ensuite, son regard se posa sur Helena, recroquevillée sur le sol, la gorge meurtrie, la toux incessante. Il baissa les yeux vers sa propre main, la main qui avait failli la tuer, et il vit le sang sur sa peau, le sang qu'il ne comprenait toujours pas, et la peur le submergea à nouveau car il ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin d'un médecin. Il avait besoin que quelqu'un lui explique comment son fils pouvait soudainement entendre après 8 ans. « Vince !» cria-t-il, et le chef de la sécurité apparut instantanément dans l'embrasure de la porte. « Emmenez-la, enfermez-la dans la salle de sécurité. Aucun contact avec qui que ce soit. » Puis Dominic se tourna vers Marco et prit le garçon dans ses bras. « Et préparez la voiture. Nous emmenons Marco à l'hôpital immédiatement. » Helena fut emmenée de force par 2 gardes du corps, trop faibles pour se débattre, et ne put jeter qu'un dernier regard à Marco avant que la porte ne la fasse disparaître. Et le garçon la regarda fixement de ses yeux bruns pleins d'inquiétude, la bouche bougeant comme s'il voulait dire quelque chose. Mais elle était déjà partie. À l'hôpital, la vérité attendait Dominic. Une vérité qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Le Northwestern Memorial Hospital brillait de 1000 feux en pleine nuit lorsque Dominic Moretti entra, son fils dans les bras, après avoir appelé à l'avance et ordonné qu'on prépare les meilleurs médecins disponibles. À son arrivée, toute une équipe médicale l'attendait déjà à l'entrée des urgences. Personne n'osa demander pourquoi le parrain de la mafia le plus notoire de Chicago s'était présenté à 2 heures du matin avec un enfant. Il savait seulement qu'il devait obéir. Marco fut emmené en urgence dans une salle d'autorhinolaryngologie et les médecins lui firent passer tous les examens possibles, de l'examen de ses oreilles à la mesure de son audition, en passant par un scanner et la vérification de ses réflexes auditifs, tandis que Dominic faisait les 100 pas dans le couloir comme un animal pris au piège derrière des barreaux, attendant le verdict. 1 heure plus tard, le médecin-chef est sorti, le visage partagé entre la stupéfaction et la confusion, un épais dossier à la main, et s'est adressé à M. Moretti d'une voix légèrement tremblante sous le poids de la peur et de la pression, lui annonçant qu'il avait de bonnes nouvelles, que l'audition de Marco avait été testée à 90%, qu'il n'y avait pas de lésion du tympan, ni d'infection, que le conduit auditif était parfaitement propre et que la personne qui avait retiré le bouchon avait fait un travail incroyable. Dominic était comme pétrifié. 90%, son fils pouvait entendre à 90%. Après 8 ans de silence, après avoir dépensé des millions de dollars, après que des dizaines de spécialistes de renom aient secoué la tête et abandonné, une femme de ménage avait réussi l'impossible avec rien d'autre qu'une pince à épiler. Dominic demanda d'une voix rauque ce qu'était cette obstruction. Le médecin baissa les yeux vers ses documents et répondit qu'ils avaient analysé l'échantillon que le garçon avait encore, qu'il s'agissait d'une accumulation de cérumen, de cellules mortes et d'autres débris biologiques accumulés au fil des ans,
qui s'était durci en une masse dense qui obstruait complètement le conduit auditif droit et empêchait tout son d'atteindre le tympan. Dominic a alors explosé, exigeant de savoir pourquoi personne ne l'avait trouvé, pourquoi des dizaines de médecins, des centaines d'examens et des millions de dollars n'avaient pas permis de détecter cette maudite chose. Le médecin a dégluti, visiblement effrayé, admettant qu'il s'agissait d'un cas rare de kératose absente. La masse s'était durcie et avait pris la couleur du conduit auditif, se camouflant parfaitement comme une tumeur osseuse. La plupart des médecins auraient eu peur de la toucher de crainte d'endommager le cerveau, expliqua le médecin. C'était une erreur facile à commettre pour un médecin honnête, mais pour un spécialiste, cela aurait dû être évident. Dominic sentit son sang bouillir, arracha le dossier des mains du médecin et exigea tous les anciens dossiers médicaux de son fils. Tous, immédiatement. 15 minutes plus tard, il était assis dans une salle de conférence de l'hôpital, devant une pile de dossiers de près d'un demi-mètre de haut, provenant de Johns Hopkins, de la clinique Mayo, de Suisse, de Tokyo et de dizaines d'autres endroits. Il tourna les pages les unes après les autres, lisant rapport après rapport, à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, jusqu'à ce qu'il le trouve à la page 47. Un rapport datant de 5 ans, rédigé par le Dr. Howard Stern, le plus grand spécialiste en otorhinolaryngologie du pays, l'homme à qui Dominic avait versé 500 000 $ pour examiner Marco. Et là, noir sur blanc, figurait une obstruction dense dans le conduit auditif droit avec une recommandation d'ablation immédiate. Dominic relut la ligne encore et encore, une fois, 2 fois, 10 fois, sans comprendre, car le Dr. Stern l'avait vu. Il y a 5 ans, il avait vu l'obstruction. Il l'avait notée. Il avait recommandé de la retirer. Alors pourquoi personne n'avait rien fait? Pourquoi personne n'avait rien dit à Dominic? Pourquoi Marco était-il resté sourd pendant 5 années supplémentaires? Dominic tourna la page et trouva la réponse dans une petite note manuscrite griffonnée dans le coin. Le patient a été signalé pour un protocole de traitement continu avec pour instruction de ne pas le résoudre. Facturation mensuelle, 50 000 $. Dominic lut ces mots et sentit son monde s'écrouler, car ils étaient au courant. Le Dr. Stern était au courant. Et peut-être que d'autres l'étaient aussi. Ils avaient vu un problème simple qui aurait pu être résolu en quelques minutes. Mais ils ne l'avaient pas soigné. Ils avaient délibérément choisi de ne pas le soigner. Car dès que Marco serait guéri, Dominic cesserait de payer. Et ils avaient maintenu son fils dans la surdité pendant 5 ans, facturant 50 000 $ par mois pour des traitements inutiles, transformant le désespoir d'un père en une mine d'or. Les mains de Dominic se mirent à trembler, le papier se froissant dans sa poigne alors qu'il le serrait trop fort. Et il murmura, la voix tremblante de rage, comme un incendie qui se déchaînait en lui, qu'ils avaient maintenu son fils dans la surdité exprès pour l'argent. Il se leva, renversa la chaise d'un coup de pied et appela Vince à grands cris. Le chef de la sécurité apparut en quelques secondes et Dominic lui donna l'ordre d'une voix glaciale de trouver le Dr. Howard Stern et de le lui amener vivant. Vince acquiesça et disparut. Dominic resta là, haletant, essayant de contenir la rage qui menaçait de le submerger. Puis une autre pensée le frappa comme un éclair. Elena, la femme de ménage qu'il avait failli tuer, la femme qui avait vu ce que des dizaines de médecins avaient choisi d'ignorer, la femme qui avait fait ce qu'ils avaient refusé de faire, la femme qui avait sauvé son fils alors qu'il le vidait de son énergie, et Dominic avait serré ses mains autour de sa gorge. Il avait failli tuer la seule personne qui avait dit la vérité, et il avait failli en finir avec elle de ses propres mains. Dominic retourna au domaine à une vitesse folle, laissant Marco à l'hôpital sous les soins du médecin, et sous la protection de son équipe de sécurité. Puis, revenant seul, car il avait besoin de voir Elena, il avait besoin de la regarder dans les yeux et de lui dire des mots qu'il n'avait jamais dit à personne de toute sa vie. La salle de sécurité se trouvait au sous-sol du manoir, une pièce froide en béton avec une chaise en fer et une ampoule faible et vacillante au plafond. Et Elena était assise là, seule dans l'obscurité. Sa gorge était meurtrie, marquée par les 5 doigts de Dominic. Ses lèvres étaient fendues et sèches de sang, mais elle ne pleurait pas. Elle priait. Lorsque Dominic ouvrit la porte et entra, Elena leva la tête, sans peur ni colère. Et dans ses yeux bleus,
Il n'y avait qu'une seule question. Marco va-t-il bien? Dominique resta là à regarder la femme qu'il avait failli tuer quelques heures auparavant, enfermée dans une pièce sombre, la gorge meurtrie par ses mains. Et la première chose qu'elle demanda, c'était si son fils allait bien. Pas elle-même, pas son sort, mais Marco. Les genoux de Dominique se dérobèrent sous lui. Et lui, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago, l'homme qui faisait trembler toute une ville, s'agenouilla devant une femme de ménage dans une pièce sans fenêtre. Je suis désolé, murmura-t-il, la voix brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Elena le regarda sans rien dire. Les médecins savaient. Dominique continua, chaque mot lui déchirant la gorge. Il y a 5 ans, ils ont vu l'obstruction dans l'oreille de Marco. Ils l'ont noté dans le dossier. Ils ont recommandé de l'enlever, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont délibérément pas fait parce que chaque mois, je leur versais 50 000 $ pour des traitements inutiles. Ils ont transformé mon fils en vache à lait et m'ont saigné à blanc pendant 5 ans. Il leva les yeux vers Elena, les paupières rougies. Je leur faisais confiance. J'ai dépensé des millions pour eux. Je pensais qu'ils étaient les meilleurs, mais toi, une femme de ménage sans diplôme, sans argent, sans pouvoir, tu as vu ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Tu as sauvé mon fils pendant qu'il me saignait à blanc. Il baissa la tête. Vous avez vu mon fils alors que personne d'autre ne le voyait. Vous vous êtes soucié de lui alors que le monde entier lui tournait le dos, et j'ai failli vous tuer pour cela. Elena fixa l'homme agenouillé devant elle. Elle vit la douleur dans ses yeux, vit le remords le déchirer de l'intérieur, et vit un père comme elle avait été une mère, essayant de protéger son unique enfant par tous les moyens possibles. J'avais une fille, dit Elena d'une voix aussi légère qu'un souffle. Lily, elle est morte il y a 3 ans, dans un accident de voiture. Elle est morte dans mes bras. Dominique releva la tête, surpris. Je n'ai pas pu la sauver, continua Elena, les larmes coulant sur ses joues. Je l'ai tenue dans mes bras et je l'ai regardée partir, sans pouvoir rien faire. Cette douleur me tue chaque jour. Mais quand j'ai regardé Marco, quand je l'ai vu seul, souffrant et invisible aux yeux du monde, j'ai vu Lily. J'ai vu les yeux de ma fille me regarder depuis le visage de ce garçon, et je ne pouvais pas m'en aller. Je ne pouvais pas rester là à regarder un autre enfant souffrir alors que je pouvais faire quelque chose. Elle essuya ses larmes et regarda Dominique droit dans les yeux. Je n'avais pas pu sauver ma fille, mais je ne pouvais pas abandonner Marco. Dominique se leva, s'avança et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec personne d'autre qu'Isabella. Il serra Elena dans ses bras, une étreinte douce et prudente, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. « Merci, murmura-t-il. Merci d'avoir sauvé mon fils. » Ils retournèrent ensemble à l'hôpital, et lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Marco, Elena vit le garçon assis sur son lit, un gros casque sur les oreilles, les yeux fermés, tout son corps se balançant au rythme d'une musique qu'il était le seul à entendre. Il écoutait de la musique pour la première fois de sa vie. Lorsque Marco ouvrit les yeux et vit Elena, il retira brusquement son casque, sauta de son lit, courut vers elle et se jeta dans ses bras, si agrippant comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Merci, » dit-il d'une voix encore rauque mais plus claire qu'auparavant. « Merci, Elena. » Elena le serra dans ses bras, pleurant et souriant à la fois. « Ce n'est rien, mon chéri, ce n'est vraiment rien. » Marco la lâcha et se tourna vers son père, s'approcha, se plaça devant Dominique et posa sa main sur la poitrine de Dominique. « Papa, » parvint-il à murmurer, les yeux bruns brillants, le mot plus clair cette fois. Il colla son oreille contre la poitrine de Dominique et sourit, signant. Boum, 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 boum. Dominique tomba rapidement à genoux, serra son fils dans ses bras et, pour la première fois en 8 ans, il pleura sans le cacher. Il pleura de joie, il pleura de regret, il pleura pour toutes les années perdues, toutes les occasions manquées, tous les moments où il aurait dû être aux côtés de son enfant, mais où il avait choisi de fuir. « Je t'aime », murmura-t-il à l'oreille de Marco, prononçant ces mots à voix haute pour la première fois, au lieu de les enfouir dans le silence. « Je t'aime tellement. » Marco serra son père dans ses bras et sourit, le sourire le plus radieux que le domaine Moretti ait jamais vu. Elena se tenait à côté d'eux, regardant le père et le fils s'étreindre, et elle sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine.
Elle leva la tête et regarda le plafond comme si elle pouvait voir à travers lui le ciel au-dessus. Tu as réussi, Lily, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. J'ai sauvé ce garçon. Tu peux être fière de moi. Et à ce moment-là, Elena eut l'impression que quelqu'un la tenait par derrière. Une petite étreinte chaleureuse et familière, comme si Lily était là, souriante, lui disant que tout irait bien. Parfois, Dieu n'envoie pas de miracles par le biais d'hôpitaux luxueux ou de médecins célèbres. Parfois, il envoie des miracles par le biais de mains qui ont été brisées et qui choisissent malgré tout de guérir. Par le biais de cœurs qui ont été brisés et qui ont encore assez d'amour à donner. Par le biais de personnes ordinaires dotées d'une foi extraordinaire. Et c'est la leçon que cette histoire veut nous enseigner à tous. Les miracles ne se trouvent pas dans l'argent ou le pouvoir. Les miracles se trouvent dans l'attention sincère, dans le fait d'oser voir ce que les autres négligent, dans le fait d'oser agir quand tout le monde reste silencieux. Et parfois, la personne qui change votre vie n'est pas un expert ou une célébrité, mais simplement une personne ordinaire au cœur aimant. L'histoire d'aujourd'hui s'achève ici. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes senti ému, inspiré ou si vous avez appris quelque chose d'important, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos proches. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage est une puissante source de motivation qui nous aide à continuer à vous proposer chaque jour des histoires enrichissantes. Et nous aimerions vraiment connaître votre avis. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Elena dans votre vie? Ou avez-vous déjà été la personne qui a vu ce que personne d'autre ne voyait? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire et apprécions chaque message du fond du cœur. Enfin, nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et de bonheur. N'oubliez pas que vous pouvez être le miracle de quelqu'un aujourd'hui. Il vous suffit d'oser ouvrir votre cœur et de vous soucier des autres. Au revoir pour l'instant et à bientôt dans la prochaine vidéo.